Aux funérailles de mon grand-père, ma tante et mon cousin me rabaissent, pensant que je n'ai rien reçu. Mais une vidéo posthume de mon grand-père change tout, il révèle qu'il sait qui a tenté de modifier son testament. Je me souviens de la dernière chose que mon grand-père m'a dite en personne. C'était simple. Certaines personnes n'ont pas besoin qu'on leur donne une leçon, Antoine. Elles l'écrivent elles-mêmes. Attends juste. C'était 6 mois avant son décès. J'avais 28 ans alors, et je le serai encore quelques semaines. Et cette conversation m'est restée, non pas à cause des mots, mais de la façon dont il les a prononcés. Calme, certain. Comme s'il voyait déjà ce qui allait arriver. Comme s'il ne me mettait pas en garde. Il me préparait. Je m'appelle Antoine. Et si je devais décrire ma famille en une phrase, je dirais ceci, nous avons l'air parfait sur les cartes de vœux. Mais quelqu'un manque toujours à l'appel. En grandissant, c'était généralement moi. J'étais le cousin le plus âgé de 6 ans, et cela donnait à tous les autres une excuse permanente pour me traiter comme un étranger. Ma tante Thérèse en était la principale instigatrice. La sœur cadette de mon père, une femme avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux et une voix qui pouvait couper à travers la soie. Elle s'était bien mariée, ou du moins c'est ce qu'elle aimait raconter à quiconque l'écoutait. Son mari possédait une chaîne de concessions automobiles, donc leur maison avait une salle de cinéma et des comptoirs en marbre, et leurs enfants allaient à des camps de leadership au lieu de l'école d'été. Mon cousin Luc était sa fierté et sa joie. Et si vous l'aviez rencontré plus de 30 secondes, vous comprendriez exactement le genre de personne qu'elle avait élevée. Le sourire narquois, le ton suffisant, la façon dont il parlait des gens comme s'ils étaient des marques, certaines valant la peine d'être investies, d'autres déjà dévalorisées. Mes parents étaient différents, ou plus exactement, mon père était différent. Il ne se souciait pas du côté performatif de la famille, et il ne se souciait surtout pas du genre de guerre passive-agressive de Thérèse. Il était plus calme qu'elle. Toujours. Ma mère est décédée quand j'avais 15 ans, et après cela, il est devenu encore plus réservé. Mais mon grand-père, le père de papa, était le ciment. Il voyait à travers les performances de Thérèse. Il ne la réprimandait jamais, ne se disputait jamais, se contentait de sourire à la manière des vieux hommes quand ils savent qu'ils ont tout le temps du monde et que vous non. Je pense que c'est ce qui rendait Thérèse la plus amère. Peu importe le nombre de galas de charité qu'elle organisait, le nombre de photos sur les réseaux sociaux qu'elle publiait avec des légendes de papa, elle ne pouvait jamais l'atteindre. Et croyez-moi, elle a essayé. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, je ne suis pas allé à la faculté de droit comme Thérèse l'avait suggéré. Je n'ai pas non plus rejoint le réseau de concessions de mon oncle. J'ai lancé ma propre entreprise. Petite entreprise, marché de niche en ligne. Il a fallu du temps pour la construire, mais ça a payé. Thérèse m'a un jour présenté à ses amis lors d'un barbecue et a dit, c'est Antoine. Il est, en train de trouver sa voie. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne lui ai pas dit que j'avais 3 employés à temps plein à ce moment-là et que je venais de signer un contrat de fournisseur en Allemagne parce que ce n'est pas comme ça que j'ai été élevé. Mon grand-père disait toujours, prouver sa valeur aux petits esprits, c'est comme se disputer avec un miroir. Vous ne recevrez que ce qu'il projette. Quoi qu'il en soit, cette histoire ne commence pas avec les funérailles. Elle commence un mois avant le décès de mon grand-père, quand il m'a appelé à l'improviste et m'a dit, viens me voir. Toi seul, n'amène personne. Je veux parler. Il n'avait jamais rien dit de tel auparavant. Et quand je suis arrivé, il ne s'est même pas donné la peine de faire la conversation. Nous nous sommes assis sur son porche. Celui avec la balançoire en bois usé qu'il refusait de remplacer. Et il m'a tendu une épaisse enveloppe jaune. J'ai fait quelques changements, a-t-il dit. Tu n'as pas besoin de l'ouvrir maintenant. Ne la perds juste pas. Je ne l'ai pas ouverte. Pas avant des semaines. Je l'ai glissée dans le tiroir de mon bureau en rentrant chez moi et ne l'ai pas regardée avant que l'hôpital n'appelle. Les funérailles étaient petites. Du moins, elles étaient censées l'être. C'était ce que grand-père voulait. Pas de chichi, pas de parade, et pas de maudit collage de photos, comme il l'avait dit dans ses directives anticipées. Mais Thérèse, elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle a réservé un lieu. Pas une chapelle, pas un cimetière, mais une salle historique du centre-ville avec des fenêtres du sol au plafond et un bar ouvert. Elle a fait jouer du violon pendant le diaporama qu'elle avait fait. Oui, un diaporama.
Exactement ce que grand-père ne voulait pas. Et la liste des invités? Eh bien, disons simplement que la moitié des personnes présentes n'avaient pas l'air de l'avoir vu depuis l'administration Mitterrand. Je suis resté silencieux, je n'ai pas protesté, je n'ai dit à personne que grand-père avait demandé quelque chose de simple parce que ce n'était pas à propos de moi, n'est-ce pas? C'est ce que je n'arrêtais pas de me dire. Je me tenais près du fond de la pièce, regardant tout le monde rire, pleurer, siroter du chardonnay et faire semblant de pleurer un homme à qui ils avaient à peine parlé. Je n'avais même pas réalisé que Luc était derrière moi jusqu'à ce que je l'entende dire avec ce demi-rire suffisant qu'il utilisait toujours quand il se croyait malin, ça doit faire bizarre de venir pour un homme qui ne t'a rien laissé. Je me suis retourné lentement et l'ai trouvé dans un costume bleu marine de taille trop petite, les bras croisés, la mâchoire de travers comme s'il posait pour une photo de stock intitulée « Cousin a giflé aux funérailles ». Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé. Puis Thérèse est arrivée. Ses talons claquaient comme des points de ponctuation. Elle n'a pas souri, a juste légèrement incliné la tête, s'est penchée et a chuchoté « Tu as fait tes choix, Antoine. Maintenant, vis avec. » Puis elle est passée devant moi comme si j'étais une tache sur son chemisier de créateur. J'aimerais pouvoir dire que j'ai eu une réplique cinglante, que je les ai remis à leur place sur le champ, mais ce n'est pas le cas. Je suis juste resté là, les poings dans les poches, me sentant à nouveau comme si j'avais 16 ans et que je venais d'être désinvité de la fête d'anniversaire de Luc parce que je portais des baskets au lieu de chaussures de ville. C'est le problème avec la famille. Quand ils ont pris l'habitude de vous rabaisser, vous apprenez à vous conformer à la boîte qu'ils ont construite pour vous, même quand vous n'y appartenez plus. Le reste du service est passé dans un flou. Je suis resté à distance, évitant les étreintes et les poignées de main. Mon père est resté silencieux tout le temps, les yeux injectés de sang, parlant à peine. Je pense qu'il savait. Je pense qu'une partie de lui s'était préparée à cela depuis que Thérèse avait commencé à rendre visite à grand-père 3 fois par semaine le mois dernier. Elle disait que c'était par amour. Elle disait qu'elle voulait passer du temps avec son père avant qu'il ne soit trop tard. Mais j'avais vu le numéro de l'avocat apparaître sur son journal d'appel. Vu son mari, Thierry, faire les 100 pas devant la chambre de grand-père la veille de son inconscience. Quelque chose n'allait pas, et c'était avant que l'avocat n'arrive avec la télévision. Ce n'était pas prévu, du moins pas par Thérèse. La réception se terminait et les gens finissaient leur dessert quand il est entré. Maître Dupont, l'avocat de la succession de grand-père. Il était plus âgé que grand-père, je le jure, et portait toujours ses bretelles marron comme s'il auditionnait pour un rôle dans « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Il s'est éclairci la gorge, a fait un signe de tête à mon père, puis a poussé un chariot avec un petit téléviseur à écran plat dessus. Une clé USB était déjà branchée. « Ça ne prendra pas longtemps », a-t-il dit. Henri voulait dire quelques mots. Au début, les gens ont ri, des rires nerveux, mais ensuite l'écran a clignoté et il était là, mon grand-père, assis sur la balançoire du porche. Le même jour où il m'avait donné l'enveloppe, j'ai réalisé. Il a regardé directement la caméra, a pris une inspiration et a dit « Si vous regardez ceci, je suis parti. Et si vous êtes toujours assis ici à faire semblant d'avoir le cœur brisé, Thérèse, je sais déjà qui a essayé de changer mon testament. » C'est là que Luc est devenu pâle. C'est là que Thérèse a laissé tomber son verre. J'aurais dû savoir que ce n'était que le début. Quand la vidéo s'est terminée, personne n'a bougé. Personne n'a respiré. C'était comme si quelqu'un avait aspiré l'air de la pièce et l'avait enfermé dans un coffre-fort. La voix de grand-père, calme mais ferme, planait dans le silence comme un fantôme qui refusait de partir. Thérèse est restée figée, du vin rouge coulant sur son poignet, des éclats de verre à ses pieds. Luc avait l'air de s'être fait arracher l'âme. Et moi, je suis resté là où j'étais, au fond de la pièce, à regarder. La vidéo n'était pas entrée dans les détails. Pas encore, en tout cas. Grand-père a juste dit, si vous regardez ceci, je sais déjà qui a essayé de changer mon testament. Puis il a regardé directement la caméra et a ajouté, et pour le reste d'entre vous qui l'avez laissé faire ou qui êtes resté silencieux, eh bien, j'ai fait quelques changements dont vous voudrez entendre parler. Puis l'écran est devenu noir. C'était tout. Pendant une seconde, tout le monde s'est tourné pour se regarder comme une version en direct de Cluedo. Sauf que ce n'était pas un jeu. C'était du sang. C'était un héritage. C'était de l'argent. Maître Dupont, l'avocat,
s'est éclairci la gorge et a ajusté ses bretelles comme s'il venait de réaliser la gravité de ce qu'il avait fait. À la demande de Monsieur Dubois, le contenu du testament mis à jour ne sera pas lu aujourd'hui. Nous organiserons une session privée avec les parties concernées dans la semaine. Thérèse est sortie de sa transe rapidement. « Excusez-moi » a-t-elle dit, sa voix plus stridente que je ne l'avais jamais entendue. « Vous ne dites pas sérieusement que cette vidéo est réelle. » Elle a été enregistrée à son domicile. J'étais présent, je l'ai moi-même attesté, daté et notarié. Son visage s'est tendu. Eh bien, cela ne signifie pas que ça change quoi que ce soit. Maître Dupont a haussé un sourcil. C'est exactement ce que cela signifie. Et puis, comme si un sort s'était rompu, la pièce s'est animée. Chuchotements, bruit de pas, des gens essayant d'établir un contact visuel sans être entraînés dans le drame. Quelques invités sont même partis tôt. La fausse sympathie disparut maintenant que le spectacle était terminé. Thérèse ne m'a pas parlé. Luc ne m'a même pas regardé. Ils sont partis ensemble, raides et silencieux. Et si vous avez déjà vu quelqu'un se faire coincer sans être réellement touché, vous comprendriez la façon dont Thérèse bougeait. Comme si elle se maintenait avec du ruban adhésif et de la fierté. La vraie histoire, la partie qui m'a brisé, a commencé le lendemain. Elle a commencé par un appel de Thierry, le mari de Thérèse. Or, je n'avais pas parlé à Thierry en tête-à-tête depuis des années. Il s'était toujours comporté comme si j'étais un triste petit personnage secondaire dans la sitcom de leur vie de famille. Alors quand il m'a appelé à 9h30 le lendemain matin, je savais déjà que quelque chose n'allait pas. « Antoine » a-t-il dit, la voix faussement joyeuse. « Salut, mon pote. Tu as une minute ?» Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Eh bien, Thérèse et moi discutions hier soir et nous pensions que peut-être toi et nous avions mal commencé hier. Les émotions étaient vives. Les choses étaient tristes. Tu sais comment sont les funérailles, mais nous sommes toujours de la famille, toujours silencieux. Il s'est éclairci la gorge. Quoi qu'il en soit, Thérèse se demandait si tu avais une idée de ce à quoi Henri faisait référence dans cette vidéo à propos du testament, à propos des changements. J'ai failli rire. Presque. Je ne sais pas. Peut-être demander à Luc. Il semble tout savoir. Thierry n'a pas apprécié. Son ton a changé. Antoine, ce n'est pas une blague. Il y a beaucoup d'argent en jeu ici. Beaucoup. Toi, de toutes les personnes, tu devrais comprendre ça. C'était le premier coup. Toi, de toutes les personnes. Traduction, toi, celui qui n'a jamais eu assez. Toi, l'étranger. Toi, celui qui ne devrait pas être une menace. J'ai raccroché sans un mot de plus. Le soir même, j'étais bloqué de Facebook par Thérèse. Mon père a reçu un SMS d'elle qui disait « J'espère que tu es heureux, Patrick. Ton fils est en train de déchirer cette famille. » Nous n'avions encore rien fait. Mais dans le monde de Thérèse, la perte de contrôle ressemblait à une attaque. Perdre les projecteurs, c'était comme se faire agresser. Elle ne pouvait pas gérer l'inconnu, et maintenant elle devait vivre avec. Cette semaine a été une longue guerre silencieuse. Lorsque la lecture privée du testament a été programmée, Maître Dupont n'a invité que 4 personnes. Mon père, moi, Thérèse et Luc. Nous nous sommes rencontrés à son bureau, boisé, étouffant, sentant le cigare, la fumée et le papier des années 1960. Le genre d'endroit où les secrets vont mourir. Thérèse est arrivée portant des lunettes de soleil à l'intérieur comme si elle se protégeait de la réalité. Luc est arrivé en retard, mâchant du chewing-gum. Mon père avait l'air épuisé. J'ai apporté l'enveloppe jaune. Maître Dupont nous a fait asseoir et a sorti les documents mis à jour. Il a expliqué lentement que grand-père avait en effet modifié son testament 6 semaines avant son décès. La version précédente, faite il y a 5 ans, avait tout partagé entre Thérèse et mon père à parts égales, 50-50e. Mais la nouvelle version, elle donnait 10% à Thérèse, 10%. Les 90% restants, il m'allait. Je n'ai pas réagi au début. Mon père non plus. Mais Thérèse, elle a éclaté. C'est une blague, a-t-elle aboyé. Mon père n'était pas sain d'esprit. C'est de l'abus de personnes âgées. C'est illégal. Maître Dupont a calmement sorti une pile de documents, rapports médicaux,
évaluation cognitive, une vidéo datée de grand-père discutant de chaque changement avec 2 témoins présents. Tout est là, a-t-il dit. Il était aussi vif que jamais. En fait, il avait anticipé cette réaction et a laissé quelque chose de plus. Il a sorti une clé USB, l'a branchée sur son ordinateur portable, et là, il y avait grand-père à nouveau, cette fois à sa table de cuisine. Thérèse, a-t-il dit, si tu regardes ceci, tu as probablement fait une scène. Je veux que tu saches que j'ai vu les virements bancaires. J'ai vu les emails. Tu as essayé de faire transiter de l'argent par le compte de Luc pour faire croire que je le lui offrais. Tu es devenu avide. Tu l'as toujours été, et j'en ai fini de récompenser ça. Luc est devenu blême. Quoi? Grand-père a continué. Et Luc, j'ai vu ton nom sur ce document. Le faux. Celui que vous avez tous les deux concocté et laissé sur mon bureau avec l'espoir que je ne remarquerai pas le formatage. Ma mâchoire s'est serrée. La bouche de Thérèse s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau comme un poisson haletant. Vous avez essayé d'éliminer votre frère et mon petit-fils. Mais le problème avec les serpents, c'est qu'ils finissent par se manger aussi. Je vous ai juste eu avant. Puis la vidéo s'est terminée. Maître Dupont ne les a pas regardés. Il a juste glissé une feuille sur la table. Vous êtes libre de contester le testament, mais étant donné les preuves, je ne le recommanderais pas. Luc s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Tu savais ça, m'a-t-il sifflé. C'est pourquoi tu es venu. Toi, petit suffisant. Thérèse lui a attrapé le bras. Pas ici, a-t-elle chuchoté. Pas maintenant. Ils sont partis sans dire un mot de plus. Je suis resté assis. Après cela, les choses ont empiré. J'ai appris par un ami, l'un des rares à être resté en contact avec les deux côtés de la famille, que Thérèse avait raconté aux gens que j'avais fait chanter grand-père, qu'elle avait dit que je l'avais menacé de le priver de support technique s'il ne changeait pas le testament. Pendant ce temps, Luc publiait des histoires Instagram vagues sur la trahison et les serpents dans la famille. Ils ont même coincé mon père au supermarché une semaine plus tard et lui ont dit qu'il était mort pour eux. Mais la partie qui m'a brisé est venue quelques jours après cela. Je suis allé à la maison, l'ancienne maison de grand-père, pour récupérer quelques objets personnels. Maître Dupont avait fixé un rendez-vous avec l'agent immobilier. Quand je suis arrivé, la porte d'entrée était grande ouverte, les fenêtres brisées, les tiroirs de la cuisine arrachés. L'ancien jeu d'échecs de grand-père, celui sur lequel il m'avait appris, brisé en morceaux sur le sol. Ils avaient saccagé l'endroit. Une note était scotchée sur le réfrigérateur, 4 mots écrits au marqueur rouge, « Profite de ton argent de sang ». C'était ça. C'était le moment où quelque chose s'est brisé en moi. Toutes les fois où je m'étais retenu. Tous les dîners de famille que j'avais endurés en silence. Les anniversaires qu'ils avaient manqués. Les mensonges qu'ils avaient racontés. La façon dont ils souriaient devant moi et chuchotaient derrière mon dos. Je me tenais dans cette cuisine, le cœur battant, et j'ai finalement réalisé que je n'étais pas seulement l'étranger à leurs yeux. J'étais la menace, la preuve que vous pouviez tout faire correctement et être quand même haï pour cela. Et je n'allais plus rester silencieux. C'est là que j'ai ouvert l'enveloppe jaune. Je ne l'avais pas lue jusqu'alors. Je n'en avais pas envie. Mais debout là, entouré de verres brisés et de cendres de la cheminée où ils avaient jeté les livres de grand-père, je les dépliai. Et ce que j'ai trouvé à l'intérieur a tout changé. Ils n'ont pas seulement essayé de m'humilier. Ils ont essayé de l'effacer. C'est ce que je n'arrêtais pas de penser en étant assis en tailleur sur le sol brûlé de l'ancien bureau de mon grand-père. Mon dos contre le mur, l'enveloppe jaune dans les mains, et des morceaux de pièces d'échecs brisées s'enfonçant dans mon jean. Les tours avaient été écrasées sous les pieds. La couronne du roi avait été nettement cassée. Je n'avais pas pleuré aux funérailles. Je n'avais pas pleuré quand Thérèse m'avait chuchoté à l'oreille. Je n'avais pas pleuré quand il m'avait dénigré auprès de tous nos amis communs. Mais à ce moment-là, les genoux contre la poitrine, les papiers tremblants dans ma main, entourés de cendres, j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine, et les larmes sont venues, chaudes et silencieuses. Ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'a jamais été. C'était une question d'héritage. C'était une question d'amour. Parce que mon grand-père ne m'avait pas seulement laissé sa succession. Il m'avait laissé tout ce qu'il ne leur avait jamais dit. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre manuscrite,
du genre qui semblait avoir pris des semaines à écrire, mais seulement quelques instants à signer. Chaque mot était courbé de son écriture lente et délibérée. Pas de fioritures, pas d'espace perdu, juste la vérité. Il disait qu'il savait que Thérèse et Luc viendraient chercher l'argent dès qu'ils sentiraient une faiblesse. Il disait qu'il savait qu'ils l'encercleraient comme des vautours une fois que les médecins lui auraient dit que le cancer était en phase terminale. Il disait qu'il avait vu Luc fouiller son bureau quand il pensait qu'il dormait et avait surpris Thérèse au téléphone avec un avocat la nuit où il avait demandé plus de morphine. Mais il a aussi écrit à mon sujet, à quel point il était fier, comment il avait vu l'entreprise que j'avais construite à partir de rien. Non seulement les revenus, mais la confiance tranquille, le leadership, la façon dont je traitais mes employés. Comment il suivait secrètement les réseaux sociaux de mon entreprise et les montrait aux voisins. Combien il aurait souhaité me dire plus de choses de son vivant. Il y avait aussi un PS, prends ce que je t'ai laissé et fais en sorte que cela compte. Ne te contente pas de gagner. Construis quelque chose que personne ne pourra te prendre. Il m'avait laissé 2 autres choses, en plus de la maison et de l'héritage. L'une était l'acte de propriété d'un chalet dans les Vosges dont je n'avais jamais entendu parler, niché dans un tiroir au fond de l'enveloppe. La seconde était une clé USB noire mince étiquetée au marqueur, pour toi seulement. Partage quand le moment sera venu. Je ne l'ai pas branché tout de suite. Je n'avais pas besoin de plus de drame. Pas encore. Pas avec la maison saccagée et ma tête encore qui tournait. J'ai rangé du mieux que j'ai pu, j'ai barricadé la fenêtre avec du contreplaqué et j'ai raconté à l'agent immobilier ce qui s'était passé. La police est venue, a déposé un rapport, a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves pour porter plainte, même si nous savions tous les deux qu'il avait fait. Apparemment, à moins de surprendre quelqu'un en vidéo, un jeu d'échecs cassé ne suffit pas à prouver la malveillance. Mais même avec la maison brisée, quelque chose en moi s'était endurci. Cette nuit-là, je suis resté dans mon appartement. J'ai allumé une bougie, j'ai passé un des vieux disques de jazz de grand-père que j'avais numérisé des années auparavant. Puis j'ai branché la clé USB. C'était un dossier. Pas de vidéo cette fois, juste des documents, des photos, des scans, des emails entre Thérèse et un conseiller financier demandant si une stratégie de succession préventive pouvait être appliquée en cas de déclin cognitif. Des captures d'écran des transactions 20 mots de Luc, complètes avec des émojis passifs-agressifs, montrant des retraits constants qui correspondaient aux prescriptions hebdomadaires de grand-père, de l'argent qui n'allait jamais à la pharmacie. Des clips audio, des enregistrements que grand-père avait fait depuis son téléphone quand Thérèse pensait qu'il dormait. Elle chuchotait sur la façon de guider l'avocat et de gérer le message. Ce n'était plus seulement un drame familial mesquin. C'était une affaire, une vraie. J'ai tout sauvegardé 2 fois. Une fois sur un nouveau disque, une fois dans le cloud. Mais je n'ai pas agi. Pas encore. Parce que je n'étais pas prêt. Ni émotionnellement, ni financièrement, ni même spirituellement. Autant j'avais envie de tout raser, je savais que la vengeance servie trop chaude brûle toujours les 2 côtés. Il me fallait du temps. Il me fallait reconstruire. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je suis parti. J'ai pris l'acte de propriété, j'ai préparé un sac de sport, j'ai laissé mon appartement aux soins d'un ami et j'ai roulé 12 heures jusqu'aux Vosges. Le chalet était niché près d'un lac qui semblait avoir été sculpté dans un rêve. Calme, intact, une cheminée, pas de signal de portable, juste moi et le son d'oiseau que je ne reconnaissais pas. La clé était là où grand-père avait dit qu'elle serait, cachée sous une fausse pierre à côté du porche. À l'intérieur, tout sentait le cèdre et le thym. Au début, je ne savais pas quoi faire de moi-même. J'avais passé les dernières années en mouvement constant, à construire l'entreprise, à agrandir l'équipe, à gérer des incendies, au sens figuré comme au sens propre. Et maintenant, dans le silence, tout ce bruit s'est estompé. J'ai mangé des plats simples, coupé du bois pour le feu, lu les livres que grand-père avait laissés sur les étagères, médité mal. J'ai dormi sans rêver. Les jours sont devenus des semaines, et dans cette immobilité, quelque chose a grandi. J'ai commencé à esquisser des idées dans un carnet. Des concepts commerciaux, non pas pour le profit, non pas pour le clinquant, mais des choses d'héritage qui aident les gens. Des plateformes pour les créateurs indépendants, un programme de mentorat pour les adolescents qui sortent du système de placement familial, des microcrédits pour les personnes qui n'avaient pas de parents capables de co-signer des prêts. Je ne savais pas ce que cela deviendrait, mais j'ai senti les mots de grand-père résonner, fais en sorte que cela compte.
La 3e semaine, j'avais un cadre complet. J'ai appelé mon ancienne CO et lui ai demandé de me rencontrer. Je l'ai fait venir en avion. Nous nous sommes assis sur le porche du chalet pendant des heures à boire du café et à élaborer ce qui allait devenir le prochain chapitre de notre entreprise. Rebrandée, reconstruite, recentrée. Pas seulement de la technologie, pas seulement de l'impact produit. J'y ai investi la majeure partie de mon héritage, mais je ne l'ai dit à personne. Pas encore. Je voulais que le travail parle d'abord. Pendant ce temps, de retour à la maison, les rumeurs se sont intensifiées. J'ai reçu des SMS d'amis communs. Luc a dit, tu as menacé de poursuivre la famille. Thérèse a dit à l'église que tu essayais de lui prendre son héritage par la fraude. L'un d'eux a même dit que Thérèse organisait un brunch de la justice, quoi que cela signifie, où elle se plaignait de petits-enfants privilégiés qui pensent mériter le monde juste parce qu'ils sont nés. Et peut-être le pire de tout. Mon père a commencé à prendre ses distances. Je le sentais à sa voix. Des phrases plus courtes, des silences gênants, la chaleur disparue, remplacée par l'incertitude. Un jour, j'ai finalement demandé, elle t'a eu? Il a soupiré. C'est toujours ma sœur, Antoine. Oui, et je suis toujours ton fils. Il n'a pas eu de réponse à cela. J'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Parfois, la trahison qui blesse le plus profondément ne vient pas avec des cris. Elle vient avec le silence, avec les personnes que vous vous attendez à voir à vos côtés qui choisissent le confort plutôt que le conflit. Je ne lui en voulais pas. Pas vraiment. Thérèse avait des années pour façonner le récit, pour me faire passer pour l'opportuniste, le serpent, le gamin de la technologie qui est arrivé à la fin pour s'emparer de l'héritage de grand-père. Mais je n'allais pas gaspiller d'énergie à essayer de changer leur avis. Plus maintenant. Je suis resté dans les Vosges pendant 3 mois. Pendant ce temps, nous avons lancé la version pilote de notre nouvelle plateforme, qui permettait aux petits créateurs d'accéder à des financements, des outils, du mentorat et de la visibilité sans avoir besoin de connaître les bonnes personnes. Pas de gardien, pas de bureaucratie. Nous l'avons appelé « la lanterne », d'après quelque chose que grand-père m'avait dit un jour. Parfois, tout ce dont les gens ont besoin, c'est d'un peu de lumière pour avancer. Et les gens ont répondu rapidement. Les créateurs l'ont partagé. Les investisseurs ont appelé. Ma boîte de réception a explosé. Nous avons été mis en vedette dans un article sur un blog de start-up de niche. Et de là, ça a fait boule de neige. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Pas pour ma première entreprise. Pas pour aucun des projets annexes que j'avais financés discrètement. La lanterne n'était pas seulement un produit. C'était un mouvement. Et le meilleur de tout, c'était à l'épreuve des balles. Parce que je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas toucher. Puis, de nulle part, j'ai reçu une lettre. Pas un email, une lettre, un courrier recommandé de l'avocat de Thérèse. À l'intérieur se trouvait un avis formel d'intention de contester le testament, alléguant une influence indue, un déclin cognitif, une contrainte, une fraude et, bien sûr, un éloignement. Ils ont fait valoir que la décision de grand-père de me laisser 90% de la succession était le résultat d'une manipulation et d'une violence émotionnelle. Ils avaient même un expert, quelqu'un prêt à dire que grand-père avait montré des signes de confusion au cours de ces derniers mois. Et la cerise sur le gâteau, ils m'ont accusé de falsification numérique. C'était une blague, mais une blague dangereuse parce qu'un procès est coûteux, lent et compliqué. J'ai pris une inspiration, j'ai mis la lettre de côté et j'ai appelé Maître Dupont. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que nous avions la trace écrite, les vidéos, les documents notariés, les dossiers médicaux, l'audio. Mais ce n'était pas ce qui me dérangeait. Ce qui me dérangeait, c'est qu'ils étaient prêts à brûler les dernières bribes de dignité que notre famille avait juste pour obtenir ce qu'ils estimaient leur être dû. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas seulement après l'argent. Ils étaient après le récit. Ils ne pouvaient pas supporter l'idée que grand-père m'aimait plus qu'eux. Qu'il me faisait confiance avec son héritage. Qu'en dépit de toutes leurs machinations, à la fin, le petit-fils silencieux, celui qu'ils se moquaient au barbecue, ignorait aux anniversaires, excluait des vacances en famille, était celui qui l'avait mérité, qui le méritait. Et c'est là que j'ai pris la décision. Je n'allais plus jouer la défense. J'allais dire la vérité. Mais pas par l'intermédiaire d'avocats, pas par des interviews,
pas par des réfutations chuchotées à des amis communs. Non, j'avais un plan différent. Et cela a commencé avec la clé USB. Parce qu'il y avait une chose que je n'avais encore dit à personne. Le fichier le plus important que grand-père m'avait laissé. Une vidéo. Pas celle que l'avocat a passée. Pas celle pour Thérèse et Luc. Celle-ci était juste pour moi. Et ce qu'il a dit, et ça a tout changé. Le jour où j'ai regardé la dernière vidéo que mon grand-père ait jamais enregistrée, quelque chose a changé en moi. Elle était restée tranquillement sur cette clé USB, nichée dans un dossier simplement étiqueté « privé ». Je ne l'avais pas ouverte dans les Vosges. Non pas parce que je l'évitais, mais parce que je savais que tout ce qui se trouvait dans ce fichier changerait le cours de tout, et je devais être prêt avant de le laisser faire. J'ai attendu d'être de retour en ville, de retour dans mon appartement, à mon bureau, avec le genre de résolution qui ne vient qu'après avoir enterré le passé et construit quelque chose de plus fort à sa place. La lanterne était en ligne et prospérait. Mon équipe était passée de 5 à 15 personnes, toutes passionnées, toutes alignées. Le lancement avait attiré l'attention de quelques capital risqueurs qui ne menaient pas avec des mots à la mode, mais demandaient plutôt « De quoi avez-vous besoin pour que cela reste pur ?» Je n'étais plus le gars dans l'ombre de Thérèse. Plus le cousin facile à écarter qui portait des baskets au dîner et se débrouillait en silence. Je n'étais plus Antoine l'étranger. J'étais Antoine Dubois, fondateur, héritier majoritaire, et celui qu'ils avaient sous-estimé. J'ai branché la clé USB. La vidéo s'est ouverte sur grand-père assis sur sa chaise de Porsche, le soleil se couchant derrière lui, baignant tout d'or. Il avait l'air fatigué, mais lucide, paisible même. Ses mains étaient jointes devant lui comme s'il était sur le point de raconter une histoire. Et d'une certaine manière, il l'a fait. « Antoine, a-t-il dit, si tu regardes ceci, alors je suis parti. » Et les gens qui ont blessé cette famille essaient d'enterrer leur culpabilité sous des documents juridiques et la pitié publique. Il a fait une pause, a gloussé doucement. « Je te connais. Tu penses probablement, je vais laisser les faits parler d'eux-mêmes. Je n'ai pas besoin de remuer le pot. Mais toi et moi savons tous les deux que parfois, si tu ne remues pas le pot, l'écume reste juste au-dessus. » Il s'est penché en avant. « Je te donne la permission de le remuer. » Cela m'a fait me pencher en arrière dans ma chaise. Il a continué à me raconter une histoire que je n'avais jamais entendue auparavant, sur son propre père qui avait essayé de le rayer de son testament dans les années 60, sur le procès, les chuchotements, les longues années d'éloignement qui ont suivi. « J'ai appris à la dure, a-t-il dit. Le silence protège l'agresseur. La dignité sans vérité n'est qu'un déni en smoking. » Puis il a lâché la bombe. « Je t'ai tout laissé parce que tu l'as mérité. Mais je t'ai aussi laissé des outils. Pas seulement des biens, des preuves. Pas seulement des preuves, un levier. » J'ai figé. Je savais ce que Thérèse et Luc faisaient. J'ai joué le jeu. Je les ai laissés penser que je perdais pied. Je voulais voir jusqu'où ils iraient, alors je les ai laissés venir plus souvent. J'ai laissé traîner des relevés bancaires égarés. J'ai laissé entendre quel avocat j'utiliserais. Chaque interaction enregistrée, chaque mensonge sauvegardé, et j'ai tout compilé. Tu le trouveras dans un dossier séparé sur ce lecteur. Il a pris une inspiration. Et si tu regardes ceci, cela signifie qu'ils essaient de te le prendre. Il s'est penché en arrière, les mains à nouveau croisées, et a fait le même demi-sourire qu'il avait l'habitude de faire quand il me battait aux échecs avec seulement des pions. Tu es plus intelligent qu'il ne le pense. Tu as la vérité, les preuves, et ma bénédiction. Utilise-les. Brûle tout si tu dois, mais quoi que tu fasses, ne les laisse pas réécrire l'histoire. Puis l'écran est devenu noir. Je suis resté assis là pendant presque 1 heure, fixant mon bureau. Il savait, il avait toujours su, et il m'avait laissé le manuel. Cette nuit-là, j'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait un arsenal numérique, une piste d'audit complète des retraits douteux de Luc du compte de grand-père, y compris des paiements étiquetés, frais de scolarité, et soins, qui ne correspondaient jamais à aucun service. Des enregistrements d'écran de Thérèse naviguant sur des sites web de droit des successions, des PDF téléchargés de formulaires juridiques et des brouillons de mail à un ami demandant si des modifications à un testament pouvaient être apportées rétroactivement. Des journaux audio, certains douloureux à écouter, où elle parlait à Luc de serrer la vis au vieil homme et d'assurer leur avenir. Et la pièce la plus accablante,
un message vocal de 3 minutes de Luc à un avocat plaisantant avec désinvolture sur le fait que grand-père était trop sénile pour remarquer quelques ajustements. Ils n'étaient pas seulement avides, ils étaient imprudents. Mais la chose la plus précieuse dans le dossier, une liste de noms, des personnes en qui grand-père avait confiance, des personnes qui avaient vu des choses, entendu des choses. Une infirmière qui avait travaillé de nuit au cours de son dernier mois. Un voisin qui passait régulièrement. Un conseiller financier de longue date qui avait refusé de changer la procuration de Thérèse et avait été discrètement écarté par la suite. Grand-père n'avait pas seulement recueilli des données. Il avait dressé une liste de témoins. Et avec cela en poche, j'ai commencé à planifier. Il ne s'agissait pas de vengeance pour moi. Pas exactement. Il ne s'agissait pas de les blesser comme ils m'avaient blessé. Il s'agissait de quelque chose de plus dangereux. L'exposition. Il se souciait de l'image, de la perception, du contrôle. Alors, je n'allais pas crier. Je n'allais pas envoyer de lettres menaçantes ou leur intenter des procès à l'improviste. Non, j'allais tout documenter. J'allais retourner leur récit. D'abord, j'ai contacté l'infirmière, Corinne. Elle se souvenait de moi, m'a dit qu'elle avait toujours aimé mon grand-père, qu'il était vif comme l'éclair, même quand le corps faiblissait. Elle m'a raconté comment Thérèse restait près de lui pendant les visites, demandait à lui parler seule et insistait toujours pour ajuster la morphine elle-même. Corinne a accepté de rédiger une déclaration. Sous serment, notarié. Ensuite, il y a eu Monsieur Dubois, le conseiller financier. Grand-père lui faisait confiance depuis plus de 2 décennies. Il n'était pas seulement serviable, il était furieux. Il m'a raconté comment Thérèse avait essayé de le pousser à créer une fiducie à son nom. Quand il a refusé, elle l'a traité de démodé et a cessé d'amener grand-père au rendez-vous. Il m'a remis des journaux d'appel, des emails et sa propre déclaration. J'ai tout compilé dans un dossier propre et organisé. Date, transcription, histoire corroborée, le tout enveloppé d'un petit nœud discret. Puis j'ai embauché un ami. Il s'appelle Marc. Nous nous sommes rencontrés à l'université. C'est un vidéaste, monteur, et probablement l'un des meilleurs compteurs numériques que je connaisse. Il ne fait plus de mariage ou de projet d'entreprise. Il travaille dans la non-fiction, des histoires vraies, des gens vrais, dit-il. Je lui ai demandé de m'aider à raconter la mienne. Nous avons loué un petit studio. Fond simple et propre, pas d'artifice. Je me suis assis et j'ai parlé pendant 3 heures d'affilée. Pas de script, juste la vérité. Tout le parcours, des funérailles au sourire narquois, au jeu d'échecs brisé, au chalet, à la lanterne. Je n'ai pas nommé de nom. Je n'ai pas calomnié. J'ai juste parcouru les faits avec le poids qu'ils méritaient. Puis j'ai montré à Marc les images de grand-père, les documents, les preuves. Je lui ai demandé de les intégrer dans un court-métrage, 10 minutes maximum, clair, émotionnel, indéniable. Il l'a fait, et c'était stupéfiant. Puis je l'ai gardé parce que le timing est tout. Je savais que Thérèse préparait quelque chose. La lettre de son avocat n'était pas un bluff. C'était un précurseur. Elle allait déposer une plainte formelle pour contester le testament. Et quand cela ne fonctionnerait pas, elle ferait ce qu'elle a toujours fait, courir devant le tribunal de l'opinion publique. Alors, j'ai attendu. Et bien sûr, 3 semaines plus tard, elle a publié un article sur le blog de son église. Elle se peignait comme une fille au cœur brisé, injustement mise de côté par un patriarche confus, et moi comme le petit-fils manipulateur qui avait exploité l'isolement et le chagrin pour voler un héritage. Elle citait des écritures. Elle me traitait de perdu. Elle a même insinué que je l'avais poussée à modifier des documents sous l'influence de médicaments. Cela s'est propagé rapidement. Des publications Facebook, des tweets partagés, même un forum de discussion de notre quartier s'est impliqué. C'était comme regarder un incendie de forêt s'allumer d'un simple coup d'allumette. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années me demandaient soudain des choses comme « Est-ce vrai ?» ou « Je suis choqué, mais si c'est le cas, j'espère que tu trouveras la paix. » Marc m'a appelé cette nuit-là. « Tu es prêt ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Publions-le. Nous avons mis la vidéo en ligne à minuit. Ce n'était pas flashy. Pas de hashtag, pas de clickbait, juste un titre discret pour grand-père. Et une note qui disait « Si vous avez entendu l'autre version de cette histoire, voici la mienne, celle avec des preuves. »
Je ne l'ai pas publié sur mes comptes principaux. Je l'ai partagé via un lien privé aux mêmes personnes à qui Thérèse avait envoyé son blog, mes anciens professeurs, les membres de l'église, la famille, les amis. Je l'ai envoyé personnellement. Pas de diffusion massive, pas de tag, juste, je pensais que vous deviez avoir l'histoire complète. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé me coucher. Quand je me suis réveillé, tout avait changé. Au moment où Thérèse a réalisé ce qui se passait, il était trop tard. La vidéo n'est pas devenue virale au sens traditionnel du terme. Elle n'a pas accumulé des millions de vues ou n'a pas atterri sur la première page de YouTube. Elle n'en avait pas besoin. Elle s'est propagée discrètement, chirurgicalement, dans tous les recoins de la communauté que Thérèse avait soigneusement cultivée au fil des ans. Les maires du country club, les groupes d'église, l'association des anciens élèves de son lycée privé, les couples qui avaient assisté à ses dîners de collecte de fonds avec des fontaines de champagne et des faux sourires, et, surtout, la nièce du juge des successions locales, qui se trouvait être l'une de mes anciennes stagiaires à la lanterne. En 48 heures, le récit que Thérèse avait passé des décennies à élaborer s'est effondré. Je n'ai même pas eu à me défendre. J'ai juste laissé grand-père parler. La vidéo s'est ouverte sur son visage, calme, sérieux, inébranlable. Puis les déclarations sont arrivées. L'infirmière, le conseiller financier, les documents bancaires, les journaux 20 mots, le message vocal de Luc riant du déclin mental de grand-père. Et enfin, moi, calme, factuel, assis sur une chaise dans une pièce simple, disant « J'ai aimé mon grand-père. Il ne me devait rien. Il m'a choisi. Et voici la vérité sur pourquoi. » Les commentaires étaient brutaux, pas cruels. Corrigeant les gens qui avaient été nourris de la version de l'histoire de Thérèse pendant des années voyaient maintenant l'autre côté. Une femme qui m'envoyait des messages sarcastiques à chaque réunion de famille a posté « Je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé, Antoine. J'avais tort. » Une autre a dit « C'est ce qui arrive quand les bonnes personnes se taisent. Merci de ne plus vous taire. » Et puis est venu le coup de grâce. Le juge a rejeté la demande de Thérèse de contester le testament. Ce n'était même pas serré. Maître Dupont avait soumis toutes les mêmes preuves, signées et scellées, et entre la chronologie, les témoins et la vidéo, il n'y avait aucune place à l'interprétation. La décision était cinglante, infondée, manipulatrice, abusive. Ce sont les mots du tribunal, pas les miens. L'avocat de Thérèse l'a lâché une semaine plus tard. Luc a essayé de déposer une plainte civile distincte, quelque chose à propos de détresse émotionnelle et de diffamation. Elle a été rejetée lors d'une seule audience. Le juge, qui se trouvait être le père de quelqu'un que j'avais discrètement financé par la lanterne, a regardé Luc droit dans les yeux et a dit « Mon garçon, la diffamation ne s'applique que lorsque l'histoire n'est pas vraie. » Mais je n'avais pas fini. Je ne voulais pas d'argent d'eux. Je ne voulais pas de supplications. Je ne voulais même pas d'excuses. Je voulais qu'ils rendent des comptes. Alors, j'ai envoyé un colis au fisc. Pas une menace, pas un bluff, juste un dossier. Un petit dossier numérique contenant chaque don non déclaré, chaque paiement mal représenté, chaque décaissement de fiducie que Thérèse et Luc avaient utilisé au nom de grand-père au cours de la dernière année de sa vie. La plupart étaient des petites choses, techniquement légales, éthiquement grises, mais pas toutes. Luc avait déduit plus de 40 000 € de services de soins fantômes via une société écran liée à son colocataire de collège. Thérèse avait fait un don considérable à son église. De l'argent qui, surprise, provenait à l'origine du fonds discrétionnaire de grand-père. En l'espace de 6 mois, ils étaient tous les deux soumis à un audit. Et voici le plus drôle. Je n'ai même pas suivi. Je n'ai plus jamais contacté le fisc. Je n'ai jamais déposé de plainte. Je leur ai juste donné le dossier. Ils ont fait le reste. Au printemps, Thérèse avait vendu sa deuxième voiture, fermé son entreprise de design d'intérieur de boutique, celle sur laquelle elle n'avait jamais réellement payé d'impôts, et démissionné discrètement de son conseil d'administration d'église. Luc avait abandonné son programme de MBA et était retourné vivre chez elle, invoquant des raisons de santé mentale dans un très long, très performatif message Facebook qui, étrangement, ne mentionnait jamais grand-père. Quant à moi, je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas étalé mon succès. J'ai juste continué à construire. La lanterne a décollé de manière inattendue. Nous n'étions plus seulement une start-up. Nous étions un mouvement.
des créateurs, des petites entreprises, des fondateurs sous-représentés. Des personnes qui avaient été ignorées toute leur vie recevaient maintenant des micro-subventions, des ressources, du mentorat. Le genre d'opportunité que Thérèse et Luc n'avaient jamais eu à mériter parce qu'ils étaient nés sur la deuxième base et agissaient comme s'ils avaient frappé un coup de circuit. J'ai aussi rénové la maison de grand-père. Non pas pour la ramener à sa forme originale, mais pour en faire quelque chose de mieux. J'ai gardé la balançoire du porche, bien sûr, réparé le jeu d'échecs, transformé le bureau en une salle de lecture tranquille, tapissé de tous les livres qu'il avait laissés derrière lui. J'ai emménagé à temps partiel, les utilisé comme espace pour écrire, planifier, penser. Les voisins ont recommencé à saluer. L'air était différent, plus propre. Mon père est venu me rendre visite une seule fois. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte, regardant l'endroit comme s'il avait vieilli sans lui. Nous n'avons pas parlé de Thérèse. Nous n'avions pas besoin de le faire. Il m'a juste regardé, les yeux brillants, et a dit, il était fier de toi, tu sais. Il me le disait chaque fois que nous parlions. J'ai hoché la tête. Oui, je sais. Il est parti 1 heure plus tard. Nous n'avons pas beaucoup parlé depuis. Et peut-être que c'est bien ainsi. Toutes les fractures ne peuvent pas être réparées. Certaines choses doivent rester brisées pour que la lumière puisse passer. Mais Thérèse, elle m'a finalement appelé. J'étais à une conférence à Lyon quand mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste dit, tu nous as ruinés. Et pour la première fois de ma vie, j'ai répondu, non pas avec colère, mais avec clarté. Je lui ai envoyé 2 mots, tu as commencé. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé. La maison est silencieuse maintenant. L'argent est intact, assis sur des comptes que je ne consulte presque jamais. La fondation que j'ai créée au nom de grand-père finance maintenant des bourses pour les enfants qui ne rentrent pas dans le moule. Le genre d'enfants qui auraient été ignorés, oubliés, tout comme ils ont essayé de le faire avec moi. Et peut-être la partie la plus douce de tout cela, chaque année, à l'anniversaire du décès de grand-père, nous organisons un petit événement dans le jardin. Pas une collecte de fonds, pas un dîner de réseautage, juste un repas partage. Les gens viennent, voisins, amis, jeunes créateurs, fondateurs qui ont eu leur première chance grâce à la lanterne. Nous allumons quelques bougies, installons quelques échiquiers et écoutons de la musique de la vieille collection de jazz de grand-père. Et sur la table d'appoint, à côté d'une photo encadrée de lui souriant sur cette chaise de Porsche, nous gardons l'enveloppe jaune, toujours scellée, toujours pleine de tout ce qu'ils ont essayé de me prendre. Et la dernière ligne de la vidéo joue doucement d'un haut-parleur sous l'arbre, si tu regardes ceci, Antoine, je sais déjà qui a essayé de changer mon testament. Et je sais déjà qui méritait tout ce que j'avais laissé. Je me contente de sourire parce qu'il avait raison. Et je l'ai fait.